Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va explorer un sujet vraiment dans l'air du temps, le fameux personal branding. Ah oui, l'image de marque personnelle. Exactement. Comment on peut s'en servir comme levier dans sa recherche d'emploi? Un outil devenu quasi indispensable. Tout à fait. Et pour ça, on s'appuie sur des extraits d'un document de formation assez récent, de 2025. Oui, personal branding et recherche d'emploi par LRDCIP. Très concret d'ailleurs. Très concret. Notre idée, c'est vraiment d'en tirer les stratégies clés, les astuces pour sortir du lot sur ce marché du travail qui est quand même compétitif. Hmm. Allez, on décortique ça ensemble. Avec plaisir. Et ce qui est intéressant d'emblée dans ce document, c'est qu'il positionne le personal branding pas juste comme un truc à la mode, mais Oui, comme un vrai levier stratégique. On n'est plus dans le simple «je me vends», c'est plus profond. c'est ça, c'est une démarche proactive en fait. Exactement. La source le dit bien, c'est un outil puissant pour inverser un peu la vapeur. Comment ça? Au lieu de juste postuler, postuler et attendre, Oui, la méthode classique. là, on construit une réputation, une visibilité qui, en fait, attire les opportunités, qui fait que les recruteurs viennent vers nous. Passer de réactif à proactif donc. C'est tout à fait ça. Et le point de départ alors, d'après ce guide LRDCIP, c'est la proposition de valeur unique. Ah, le fameux PVU. Voilà, ça peut faire un peu jargon, mais l'idée derrière est super importante. Il s'agit d'identifier ses compétences, bien sûr, ce qu'on sait faire, Les bases. mais surtout, et c'est là le point clé, ce qui nous rend différents, notre petite touche perso, quoi. Notre truc en plus. C'est ça, notre mix unique d'expérience, de succès, peut-être même notre façon de voir les choses. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on apporte de spécial, de distinctif à un employeur? Absolument. Et cette étape-là, cette introspection, c'est pas du tout accessoire. C'est vraiment la fondation. La base de tout. Oui, si on n'est pas clair là-dessus, tout le reste, toute la communication derrière, ça va manquer de force, de direction. Logique. Le document insiste beaucoup là-dessus. Il faut d'abord bien se connaître soi-même pour pouvoir se raconter efficacement. C'est pas juste faire une liste de compétences comme sur un vieux CV. Non, c'est plus subtil. C'est distiller son essence pro. Par exemple, au lieu de juste dire « j'ai géré des projets », Oui. ça pourrait être « je transforme des projets complexes en succès concret grâce à telle méthode dans tel secteur ». Vous voyez, c'est cette précision. Ah oui, c'est beaucoup plus parlant. Voilà. C'est ça le cœur de la marque personnelle. D'accord. Donc, une fois qu'on a clarifié cette proposition de valeur, l'étape suivante, c'est de la rendre visible, j'imagine. Logiquement, Et là, on entre dans le concret, construire une présence en ligne qui soit cohérente. Et cohérente, c'est le mot. le guide de LRDCIP, sans surprise, met le paquet sur LinkedIn. Incontournable. Mais avec des conseils assez fins, je trouve. Au-delà de la photo pro, du profil bien rempli, il insiste sur le titre, pas juste l'intitulé de poste. Non, un titre qui accroche, qui résume la valeur. Et surtout, le résumé. Apparemment, le piège, c'est d'en faire une simple liste de ce qu'on a fait avant. Oui, le CV bis. Alors que l'idée, c'est plutôt d'en faire un mini-récit qui illustre notre fameuse proposition de valeur, qui montre l'expertise en action. Tout à fait. Et ce point de la cohérence, il est martelé. Ce qu'on montre sur LinkedIn ou ailleurs, ça doit coller parfaitement à cette proposition de valeur qu'on a définie. D'accord. Mais le document ne s'arrête pas au profil statique. Ça, c'est important. Ah, Il souligne l'importance de partager du contenu, des articles, des réflexions, des commentaires sur l'actu de son secteur. ok, être actif. Oui, mais pas juste pour montrer qu'on est là. C'est pour démontrer sa pensée, son expertise, son engagement. En continu. Ah, je vois. Du coup, cette présence en ligne, ça devient une sorte de vitrine dynamique, une preuve vivante de la compétence. Ça va plus loin que le CV. Une preuve vivante, j'aime bien l'idée. Ça montre comment on réfléchit, pas juste ce qu'on a fait dans le passé. D'accord. Et ça nous amène assez naturellement à la troisième étape, non, elle? Le réseautage, Exactement. le réseau. Fini à l'époque où on envoyait juste des CV dans la nature. Clairement. Le document, lui, il pousse à utiliser LinkedIn de façon très active, rejoindre des groupes, ok, mais surtout, Y participer. voilà, lancer des discussions, poser des questions, donner son avis, créer de vraies connexions. C'est ça, pas juste collectionner les contacts. Et il rappelle aussi l'importance du vrai réseau, le physique. Les conférences, les ateliers, Oui, le contact humain, ça ancre les relations différemment et ça permet de faire connaître sa marque de façon plus personnelle. mhm, Et le pourquoi de tout ça, le document l'explique bien. C'est pas juste pour avoir un gros carnet d'adresses. non, il y a un but stratégique.
Oui, double objectif. D'abord, augmenter sa visibilité, mais de façon ciblée, auprès des bonnes personnes. Recruteurs, experts du domaine, mentors potentiels. Ok. Et deuxièmement, et ça c'est peut-être le plus crucial, accéder au fameux marché caché de l'emploi. Ah oui, les posts qui ne sont jamais publiés. Précisément, beaucoup d'opportunités circulent sous le manteau, par le réseau. En étant actif, reconnu dans son milieu, on multiplie ses chances d'en entendre parler ou d'être recommandé. C'est transformer son réseau en une sorte de radar, quoi. C'est une bonne image, oui. Un radar à opportunités. Ce point sur le marché caché, c'est vrai qu'on l'oublie souvent. Mais le document va encore plus loin que juste partager ce que les autres font. Étape 4, créer son propre contenu. On monte d'un cran. Voilà. Là, on parle d'écrire ses articles de blog, d'analyser une tendance, peut-être même faire des webinaires, des vidéos tutos. Partager son savoir-faire activement. C'est un sacré investissement en temps, hein, quand même. Est-ce que ça risque pas de nous détourner de la recherche classique, plus directe? C'est une bonne question. Mais le document, lui, il ne le voit pas comme une distraction, plutôt comme un investissement stratégique, avec un impact potentiellement plus fort. Ah oui, comment ça? En créant son contenu, on n'est plus juste un relais d'infos. On devient une source. On analyse, on met en perspective, ça nous positionne comme un expert crédible. Une référence potentielle dans sa niche. Exactement. Imaginez un recruteur qui découvre un candidat qui non seulement dit maîtriser un sujet, mais qui le prouve en l'enseignant ou en publiant une analyse pointue. Oui, c'est sûr que ça marque des points. C'est hyper puissant. Ça montre la passion, la profondeur, la capacité à communiquer. C'est une façon très concrète de donner vie à sa proposition de valeur. Vu comme ça, effectivement, l'investissement prend tout son sens. Ok. 5e étape. Alors, les recommandations. La preuve sociale. C'est un classique, mais le document insiste bien dessus. Pas juste avoir 2 lignes génériques sur LinkedIn. Non, il faut activement demander des recommandations ciblées. C'est-à-dire? Demander à des gens qui peuvent vraiment témoigner de compétences précises, d'une réussite sur un projet donné, un ancien manager, un collègue, un client content. D'accord, et le guide parle aussi de les mettre sur un site perso, si on en a un. Oui, pour renforcer encore, l'angle clé ici, c'est la preuve sociale. Hmm, Une bonne recommandation, d'une source crédible, ça a un effet psychologique fort sur le recruteur. Ça réduit le risque perçu. Entre 2 profils similaires, Celui qui a des témoignages spécifiques et forts, il a un avantage net. C'est une validation extérieure qui confirme l'image qu'on projette. logique. Le document donne même une petite astuce. Guider un peu la personne qui recommande. Lui rappeler le contexte, le projet, pour obtenir quelque chose de vraiment pertinent. Malin, pour éviter le blabla trop vague. Très bien. 6e étape, le discours de présentation. Le fameux elevator pitch. Ah, l'exercice redoutable. Le document le définit comme un résumé hyper court, percutant, de qui on est, ce qu'on apporte, notre proposition de valeur, encore elle, et ce qu'on cherche. L'idée, c'est de pouvoir le sortir n'importe quand, naturellement. Et son utilité, elle est très pratique, j'imagine. Ah mais carrément. Que ce soit au début d'un entretien, dans un cocktail de réseautage, ou même si on croise quelqu'un d'intéressant par hasard, Il faut être prêt. être capable de dire clairement, vite et bien qui on est et ce qu'on cherche, c'est fondamental. C'est la version orale de sa marque perso. Et si on ne le maîtrise pas, Le document est clair là-dessus. Bafouiller est trop long, manquer d'impact, ça peut vraiment abîmer l'image qu'on a mis du temps à construire. d'accord, c'est un outil de première ligne en fait. Exactement. Faut le préparer, peut-être même le répéter un peu, pour qu'il sonne naturel mais qu'il soit maîtrisé. Compris. On arrive bientôt au bout. Avant-dernière étape, la 7e, le suivi et l'ajustement. L'aspect dynamique? Le personal branding, c'est pas un truc qu'on fait une fois et c'est fini. Surtout pas. Le guide recommande d'utiliser les outils d'analyse, genre sur LinkedIn, pour voir ce qui marche, quel contenu plaît, quelles interactions fonctionnent. Oui, mesurer l'engagement. Mais aussi, et ça me semble hyper important, de demander du feedback sur son profil, son approche, son pitch, à des gens de confiance. Exactement. C'est le côté itératif. On lance pas une stratégie dans le vide. Il faut voir si ça prend. Voilà. Analyser les retours, qu'ils soient chiffrés ou qualitatifs, ça permet de voir ce qui fonctionne, ce qu'il faut améliorer. Est-ce que ma proposition de valeur passe bien? Est-ce que mon contenu intéresse? Est-ce que mon réseau est efficace? Se poser les bonnes questions. C'est ça. Évaluer et ajuster. C'est vital pour que la marque reste pertinente. Et un regard extérieur, franchement, ça aide énormément à voir les angles morts. Ou les points forts qu'on minimise soi-même. Aussi. Et enfin, la dernière étape, la 8e, ça semble évident, mais c'est peut-être le plus dur. L'authenticité. Rester soi-même. Le message est martelé dans le document.
Fidèle à sa personnalité, ses valeurs, son style. Pas jouer un rôle. C'est absolument fondamental. Et le document explique bien pourquoi. Vas-y. Une marque personnelle qui sonne faux, qui est forcée ou qui essaie juste de suivre une mode, ça se voit. Et c'est contre-productif. Hmm. Les recruteurs et les gens en général sont de plus en plus sensibles à ça, à l'authenticité. Tenter de rentrer dans un moule, ça peut peut-être marcher à très court terme, mais ça risque de coincer une fois en poste. Le décalage. Exactement. Alors qu'une marque personnelle authentique, elle va tirer des opportunités des employeurs qui nous correspondent vraiment. Ça favorise le bon culture fit, comme on dit. L'adéquation culturelle. C'est gagnant-gagnant sur le long terme. L'authenticité, c'est pas une faiblesse, c'est un filtre puissant. Bien dit. Alors, si on récapitule ces 8 étapes. 1. Définir sa valeur, soigner sa présence en ligne, réseauter activement, créer du contenu, utiliser la preuve sociale, maîtriser son pitch, suivre et ajuster, et être authentique. Un beau programme. On voit bien la cohérence de l'ensemble. Alors, concrètement, pour quelqu'un qui cherche à se démarquer aujourd'hui, qu'est-ce que tout ça change? Ça change énormément de choses. Aborder sa recherche comme ça, de façon structurée, authentique, ça transforme tout. C'est plus juste envoyer des CV, c'est construire activement sa réputation pro. Et les bénéfices concrets? Ils sont multiples. Déjà, on se différencie vraiment des autres candidatures, souvent très standards. Ensuite, on attire l'attention des recruteurs de façon positive, proactive, parfois même avant qu'un poste soit ouvert. Le fameux marché caché encore. Exactement. Et au final, on augmente vraiment ses chances de trouver pas juste un boulot, mais le bon boulot. Celui qui colle à nos compétences, à nos envies. C'est un investissement sur soi, en fait. C'est un investissement stratégique sur sa carrière. Les bénéfices vont bien au-delà de la recherche d'emploi elle-même. Le fil rouge, c'est clarté sur soi, visibilité cohérente, connexion de qualité, crédibilité solide, amélioration continue. Un investissement sur le long terme, donc. Et tout ça, ça m'amène à une réflexion qui dépasse peut-être un peu notre sort. Une fois qu'on a mis tout ça en place, qu'on a trouvé ce fameux poste, comment on fait pour que cette belle marque personnelle, elle ne s'essouffle pas? Ah, la question de la maintenance. Comment on l'entretient, on la fait grandir avec sa carrière, pour qu'elle reste un atout, pas juste un outil ponctuel de recherche? Ou alors, autre angle, si tout le monde se met à faire du personal branding en suivant ces étapes, Oui. qu'est-ce qui permettra demain de vraiment sortir du lot, au-delà de juste bien appliquer la méthode? Ce sont d'excellentes questions pour aller plus loin. Comment maintenir la flamme et comment trouver la prochaine touche de différenciation? C'est sans doute ça, les défis de demain. Voilà de quoi nourrir nos réflexions. Et c'est sur ces pistes qu'on va conclure notre exploration du jour. Merci. Un grand merci pour votre écoute et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.